Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, c'est David pour Ordi Répar. Dans cette vidéo, on va continuer la série sur le scripting bash et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et créer notre premier script bash. Pour ça, on va passer sur l'écran et on va utiliser donc le terminal comme on l'a fait jusqu'à présent. Mais avant de commencer à écrire notre premier script, je vais ici utiliser un éditeur de texte qui est Nano. Alors, certains préféreront d'autres éditeurs qui existent, Vim par exemple, Emacs, ou des éditeurs en mode graphique. Vous pouvez bien entendu décider de prendre l'éditeur que vous voulez. Ici, moi, je vais utiliser Nano parce que c'est un éditeur qui existe en mode texte et qui est assez simple à prendre en main. Néanmoins, il y a 2-3 petites choses qui m'embêtent avec Nano et qu'on va pouvoir un petit peu améliorer. Donc, je vais essayer de vous montrer déjà pour commencer ces quelques petites améliorations qui vont nous rendre service par la suite lorsqu'on va commencer à vraiment écrire du script. Allez, on passe sur l'écran. Donc ici, je vais venir me mettre un peu plus intégré dans l'écran. Voilà. Et comme d'habitude, on va ouvrir le terminal. On va se mettre ici en plein écran et on va pouvoir commencer à taper des choses. Donc avant de commencer vraiment à taper du script, je vous ai dit qu'on allait paramétrer un petit peu Nano. Alors, je vais déjà commencer par vous montrer les petites choses qui m'embêtent un peu avec Nano. Alors, première chose qui m'embête un peu avec Nano, c'est que lorsque je vais commencer à faire du script, ou écrire du code en fait en général, eh bien je vais utiliser du texte, donc je vais avoir plusieurs lignes, et je vais dire des choses, donc là pour l'instant je fais un peu n'importe quoi, mais je ne connais pas les numéros de ligne. Et sur un petit script très court, c'est pas forcément un problème, mais si votre script est un peu plus long, et qu'il y a une erreur quelque part, eh bien vous allez avoir un message d'erreur qui va vous dire qu'il y a une erreur à la ligne numéro 48 par exemple. Allez-y, retrouvez la ligne 48. Bon courage, c'est un petit peu pénible. Donc ça, on va essayer de voir comment on peut remédier à ça. On peut facilement remédier à ce problème-là. Donc ça, c'est un premier problème. Un autre problème qui encore une fois, qui est pas dramatique, mais qui va quand même être un peu gênant, c'est que si j'écris une ligne de texte vraiment très très longue, alors ici je fais exprès, je vais vraiment jusqu'au bout, regardez ce qui se passe quand j'arrive au bout de la ligne. Quand j'arrive au bout de la ligne, eh bien, j'ai l'impression que ma ligne a disparu. En réalité, elle n'a pas disparu, elle est de l'autre côté. Si je continue à aller vers la gauche, eh bien, je peux retrouver le début de ma ligne. Mais c'est-à-dire que je ne vois pas ma ligne en entier. J'ai pas de barre de défilement, j'ai pas quelque chose qui me dit clairement que je peux défiler. Alors, si, je vois en bout de ligne, effectivement, ce symbole supérieur qui est mis un peu en surbrillance, mais c'est à peu près tout. Ce n'est pas quelque chose que je trouve très confortable, et personnellement, je préférerais que quand il arrive au bout de la ligne, eh bien, il aille automatiquement à la ligne suivante. Voilà, qu'il descende à la ligne suivante et comment je vois toutes les choses dans leur intégralité. Là ici je suis en plein écran, donc c'est vrai que voilà, j'ai besoin d'avoir une ligne assez longue pour poser ce problème-là. Mais si je suis en mode fenêtré, eh bien je vais vite me retrouver embêté parce que vous voyez que ça me fait déjà plusieurs pages de défilement pour juste une seule ligne qui m'intéresse. Donc ça, c'est le deuxième truc qui m'embête. On va essayer de remédier à ça. Un autre détail, encore une fois, qui m'embête, c'est que quand je vais faire des tabulations, eh bien il se déplace un peu trop à mon goût. Alors ici, je vais mettre juste quelque chose pour vous montrer. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaces à chaque fois que je fais une tabulation. Alors, pourquoi ça va être important? C'est que un peu plus loin dans cette série de vidéos, pas dans celle-ci, mais probablement la prochaine, je pense, on va commencer à attaquer les tests, les boucles, les fonctions, des choses un petit peu plus élaborées. Et on va avoir, pour des raisons de présentation, besoin d'indenter, c'est-à-dire de créer des espaces au début de la ligne. On appelle ça indenter, et c'est plus confortable quand on a quelque chose qui est bien décalé de la bonne façon pour lire, pour s'y retrouver, pour savoir quel bloc fait partie de quoi. Le problème, c'est que si on fait plusieurs indentations à la suite, si on a besoin de mettre un bloc dans un bloc dans un bloc, ça pourrait arriver, pas forcément tous les jours, mais ça peut arriver. Eh bien, le problème des tabulations comme ça, un petit peu longues, c'est qu'on va vite se retrouver au bout de la ligne, enfin ça va vite déborder. Peut-être que 8 caractères, c'est un petit peu trop, 4, ça pourrait suffire, peut-être même 3 pourrait suffire, moi j'ai plus l'habitude de 3 ou de 4, voilà. J'aimerais pouvoir modifier ça pour mettre 4 caractères, 4 espaces en fait à chaque fois que je fais une tabulation, plutôt que 8. On va déjà diminuer de moitié le problème. Encore quelques petites choses qui me dérangent, c'est pas très très grave, mais bon, moi ça m'intéresse pas forcément, mais la souris par exemple n'est pas fonctionnelle ici. Si je clique quelque part, eh bien je ne déplace pas mon curseur. Peut-être que ça peut être déroutant pour quelqu'un qui est sur un environnement graphique aussi comme moi, qui voudrait utiliser Nano dans son terminal, mais peut-être que ça peut poser des problèmes. Donc on verra si on peut activer la souris quand même. Moi ça me gêne pas vraiment, mais on va voir ce qu'on peut faire avec ça. En revanche, d'autres choses qui me gênent, encore une fois c'est un bien grand mot, mais qui sont un peu pénibles quand on a des habitudes, c'est que Nano a des raccourcis pour faire les choses qui ne sont pas ceux qu'on a l'habitude d'avoir sur des logiciels en interface graphique. Quand on vient du monde de Windows par exemple, ou quand on est sur d'autres logiciels, eh bien il y a des
raccourcis qui sont plus évidents, ne serait-ce que pour copier-coller, CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, ça semble être assez évident. Ici, pour copier, on nous met une indication, c'est M6 majuscule 6, voilà, pour coller c'est CTRL-U, CTRL-K pour couper, parce que le CTRL-X qui sert à couper est utilisé pour autre chose, pour quitter. Bref, c'est pas quelque chose de très naturel quand on a des habitudes. Et bien ici, je vais voir si on va voir si on peut changer ça. Donc, voilà les quelques points que je voudrais changer. Donc ici, je vais quitter. Alors, ouais, en plus je fais des bêtises parce que c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Voilà, CTRL X pour quitter. Je pense CTRL Q pour quitter. Voilà, pour quitter, par exemple, CTRL X qui sert à couper ne pourra pas être utilisé, mais CTRL Q pour quitter, c'est plutôt logique. Donc je veux pas sauvegarder ça. Alors, comment est-ce qu'on peut changer ça? Il faudrait aller modifier les paramètres de Nano. Nano a un fichier de configuration, je vais l'ouvrir comme ça, qui se trouve dans le dossier /etc/ et c'est un fichier qui s'appelle nano.rc. Voilà. Ce fichier-là contient la configuration de Nano. Alors j'ai fait exprès de ne pas l'ouvrir en modification, c'est en lecture seule parce que c'est un dossier du système, donc un petit peu protégé, pour vous montrer que on a ici des explications à chaque fois sur les différentes options. Donc là, on nous met en commentaire ici l'indication de ce que fait cette option. Et ici, j'ai un dièse que je peux retirer pour activer l'option si ça m'intéresse. Donc moi ici, je ne veux pas activer cette option-là, je vais laisser le dièse, mais il y a des choses qui peuvent être intéressantes à activer, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais j'ai volontairement laissé le fichier en lecture seule, je ne souhaite pas le modifier, parce que si je modifie ce fichier-là, alors je vais quitter sans enregistrer, si je modifie le fichier qui se trouve dans etc nano.rc, eh bien ça va le modifier pour tout le système, c'est-à-dire pour tous les utilisateurs du système. Ici, je suis le seul sur cette machine, mais peut-être que chez vous, vous n'êtes pas le seul à utiliser votre machine. Vous n'êtes pas seul, peut-être, il y a une autre personne qui se sert de l'ordinateur, qui aimerait utiliser Nano également, mais qui n'a pas les mêmes préférences que vous. Si on voulait faire quelque chose de personnalisé, eh bien, il faudrait créer un fichier qui s'appelle .nano.rc dans le dossier personnel, dans votre dossier personnel. Moi, si je crée ce fichier-là dans mon dossier personnel, eh bien, toutes les règles que je vais mettre là-dedans vont surpasser les règles du fichier général. Et donc ça ne sera valable que pour moi, pour ma session à chaque fois. Ça ne modifiera pas pour tous les utilisateurs. Le problème, si je tente de le créer manuellement comme ça, c'est que je connais pas forcément par cœur toutes les options possibles et imaginables. Donc pour me simplifier la vie, ici ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce fichier qui vient de nano.rc. Je copie ce fichier-là dans un fichier que je vais appeler .nano.rc, donc ce sera un fichier caché, mais qui sera présent dans mon dossier personnel. Donc je copie ce fichier-là, et à partir de là, je vais pouvoir modifier mon fichier local, nano.rc, pour aller activer certaines options qui vont me paraître plus intéressantes que le fonctionnement standard ou natif de Nano. Alors je vous propose de faire ici ces quelques modifications ensemble. Alors moi je vais faire quelques modifications, vous n'êtes pas obligé de faire exactement toutes les modifications que je fais, peut-être que vous pouvez modifier d'autres choses qui vont vous paraître pertinentes. Moi ici je vais modifier des choses en pensant au fait qu'on va devoir écrire du script et qu'il y a des petites choses qui vont être intéressantes. Je vais activer ici l'auto-indentation, c'est-à-dire que si j'ai indenté les choses, eh bien, à la ligne suivante, j'ai pas envie de repartir au début de la ligne et de devoir indenter à nouveau. Je préférerais que ça reste sur la même colonne. Ça, c'est assez pratique quand on va avoir des blocs entiers à écrire. Donc, je vais descendre encore ici. Donc, je continue de descendre. Empty line. Alors, donc ça, je laisse. Ça, c'est très bien. Ok, indicateur, jump and scroll, line number. Alors line number, ça m'intéresse. Avoir les numéros de ligne qui apparaîtront sur le côté dans la marge, ça peut être assez pratique. Donc je vais le faire. Minibar, set mouse. Tiens, je vais activer la souris. Pourquoi pas. Multi-buffer, no convert, no new line. Alors ça, celui-là, il est intéressant. No new line, je vais l'activer. Alors qu'est-ce que ça fait ce truc-là? C'est que quand j'écris une ligne de texte, automatiquement, Nano, par défaut, a tendance à me rajouter une ligne supplémentaire, à me faire un retour à la ligne à la fin de mon texte. J'ai pas forcément besoin qu'il le fasse, ça sert à rien, ça va me gêner peut-être même plus qu'autre chose, ça va me faire une ligne inutile à la fin de mon fichier. Donc moi ici, je veux pas qu'il me fasse une nouvelle ligne à la fin du fichier si je l'ai pas écrit moi-même, c'est que je voulais pas forcément faire de nouvelles lignes. Donc je peux le laisser comme ça m'arrange de le faire comme ça. Ok, je continue. Alors, save on exit, ça peut être une mauvaise idée de l'activer.
je vais volontairement pas l'activer, le Save on Exit, parce que si j'active Save on Exit, c'est qu'à chaque fois que je vais vouloir quitter, il va automatiquement enregistrer le fichier. Ça pourrait paraître une bonne idée, mais en réalité, si j'ai fait une bêtise et que j'ai modifié accidentellement quelque chose, il risque d'écraser une version qui fonctionne avec une version qui a été cassée. Donc moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Alors, Show Cursor Smart, voilà. Soft Wrap. Soft Wrap, ça va m'intéresser. L'option ici, Soft Wrap, c'est celle qui va me permettre que la ligne, si elle déborde de l'écran, aille directement à la ligne d'en dessous et pas qu'elle déborde pas forcément de l'écran comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, c'est très bien. Ensuite, j'ai le Tab Size. Ici, ça m'intéresse également. Je vais l'activer. Par défaut, c'est 8 espaces. Eh bien, j'ai dit que 4, ça allait nous suffire. Donc, je vais mettre 4. Vous pouvez mettre autre chose si vous préférez. Donc, moi, ici, ça me suffit comme ça. Donc, je continue à descendre. Wordbound, set zap. Très bien. Parfait. Donc, voilà. Après, il y a d'autres options. Je vais pas forcément activer d'autres options de fonctionnement. Par contre, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est toute la partie qu'ils appellent le key binding. Le key binding, c'est le fait de faire correspondre des raccourcis clavier à des fonctionnalités. Donc ça va être la possibilité pour nous de changer le comportement des raccourcis clavier. Alors, je descends. Ici, j'ai tout un tas de choses qui sont très intéressantes dans cette partie-là. Je peux garder le CTRL X pour couper, donc cut, CTRL C pour copie, je peux faire CTRL V pour paste, pour coller, CTRL Q pour exit, ça me paraît pas mal, CTRL S pour sauvegarder. Après, j'ai pas forcément besoin de ces autres options-là. CTRL H pour LED. Allons-y, CTRL H pour LED, ça fera pas de mal. Je suis pas sûr de m'en servir, mais ok. CTRL R pour remplacer. Ok, allons-y pour remplacer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? CTRL A pour marquer un bloc. Alors, il y a quelque chose qui est pas forcément possible. On peut pas faire CTRL A pour sélectionner tout, mais on pourra le faire et on va le voir dans un instant. Je vais revenir sur Nano tout de suite après. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? On pourrait se mettre la possibilité d'aller à une ligne en particulier. Donc ça, je vais le mettre CTRL T pour aller à une ligne en particulier. Pas sûr que je l'utilise. En revanche, le CTRL Z, celui-là, il est important. CTRL Z pour annuler. CTRL Z comme CTRL ZUT, hein, voilà, c'est vachement bien. CTRL Y pour refaire les différentes choses. Donc voilà, et on est arrivé au bout du fichier. Donc voilà pour ces quelques petites choses que moi je vais activer ici. Vous êtes libre bien sûr d'activer les mêmes que moi ou pas et de faire des choses un petit peu comme vous le préférez. Ici, moi, ça va m'arranger. Donc je vais faire un CTRL X parce que pour l'instant, je suis encore avec CTRL X pour quitter. Je vais dire que je veux enregistrer ces changements. Le fichier, c'est .nano.rc, très bien. Je vais maintenant effacer l'écran, et si je fais nano, eh bien déjà la présentation va être un peu différente. Vous voyez déjà que j'ai le numéro de ligne qui apparaît là, et donc si je commence à taper des choses, j'ai bien mon numéro de ligne qui apparaît. Donc ça c'est pas mal. Voyons un peu les tabulations. Si je mets une tabulation, eh bien ça fait donc ici 4 caractères, donc je fais une tabulation, hop, j'écris quelque chose. Ici je suis toujours avec une tabulation, je fais 1, 2, 3, 4, c'est ça. Si j'ai fait de l'indentation, eh bien, il garde l'indentation jusqu'à ce que je décide que je n'en veux plus. Alors, l'indentation peut se faire aussi avec des espaces, hein, mais la tabulation, ça permet de faire en une seule fois. Imaginons maintenant que je tape une ligne très très longue. Qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, ici, l'objectif, c'est qu'il va à la ligne d'en dessous. C'est très bien, je peux continuer comme ça. Parfait. Imaginons que je vais même continuer à copier tout ça. Je peux déjà, avec mes flèches, venir sélectionner des choses. Je peux faire CTRL C. Je me mets en dessous, je fais CTRL V, CTRL V, CTRL V. Donc tout ça, c'est la même ligne, c'est la ligne numéro 12 qui est extrêmement longue. Et vous voyez que la numérotation s'est arrêtée là. Si je vais maintenant à la ligne, la ligne 13, 14, 15 peuvent continuer pour la suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La souris va également être fonctionnelle. Si je décide de couper en commençant ici, donc je vais double-cliquer à cet endroit et je vais venir cliquer à la fin de mon texte. Tout ça, je peux le couper. Alors, je peux pas le supprimer avec la touche supprimer, je peux le couper. Donc je peux faire CTRL X. Et ça me permet de couper un bloc de texte complètement. Si maintenant je voulais sélectionner tout mon fichier pour tout supprimer, je pourrais faire une petite séquence. Alors je peux pas faire CTRL A directement pour sélectionner tout. En revanche, je peux faire Alt GR et la touche 8 qui me permet d'avoir l'anti-slash. Ensuite, je vais faire Alt A pour passer en mode marquage. Je vais faire Alt Shift et slash pour aller donc à la fin de mon texte. Et maintenant que j'ai fait ça, eh bien je peux faire CTRL X pour couper
Donc, je vais plus faire tout ça. Si je fais CTRL Z, ça annule. CTRL Y, ça refait. Ça a l'air de fonctionner parfaitement, exactement comme j'ai prévu de le faire. Donc c'est très bien. J'ai les différents raccourcis qui me sont rappelés ici. Donc ça fonctionne comme je le veux. Très bien. On va pouvoir maintenant faire CTRL Q pour quitter. Je ne vais pas forcément l'enregistrer. J'aurais pu faire CTRL S pour sauvegarder. Et on a maintenant un éditeur de texte qui va correspondre un peu plus, en tout cas à ce que je préfère moi, à mes usages. Et on va pouvoir maintenant passer aux choses concrètes, aux choses sérieuses, et commencer vraiment à écrire notre premier script. Alors, pour le premier script, ici on va faire ce qui est quelque chose de traditionnel, c'est qu'on va faire écrire Hello World par notre terminal. Alors ça, c'est pas très compliqué, on sait déjà le faire, on le fait avec la commande echo, mais au lieu de taper echo sur le terminal directement, on va commencer à mettre les choses dans un fichier, et au lieu de fonctionner en mode interactif, en mode REPL, comme on le dit la plupart du temps, le REPL c'est Read, Evaluate, Print, Loop, c'est-à-dire lit l'information, évalue la demande, affiche le résultat et recommence. En gros c'est ça. Au lieu de fonctionner comme ça sur le terminal, eh bien on va mettre des choses dans un fichier et on va faire exécuter plusieurs choses à la suite. Pour éviter de mettre la pagaille dans mon dossier personnel, je vais peut-être commencer par créer un dossier que j'appellerai script. Voilà, script au pluriel, comme ça il y aura plusieurs scripts. Et je vais faire un cd script, voilà, comme ça je suis dans mon dossier script. Ok, maintenant que je suis là, eh bien je vais créer mon premier fichier avec Nano. Je vais aller avec Nano, créer mon fichier que j'appellerai Hello World. Voilà, Hello World. J'appuie sur Entrée. Alors notez que j'ai pas mis .sh. On pourrait mettre une extension, dire Hello World.sh. L'extension en elle-même n'a pas vraiment d'importance. Moi ici, je vais prendre l'habitude de, je vais pas forcément mettre .sh, mais vous pouvez décider de le faire. C'est vrai que le .sh a quand même une petite tendance à faire penser à du Bourne Shell, à du script classique POSIX, plutôt qu'à du bash. Alors il y a certaines personnes qui mettent sh dans tous les cas. C'est du script, au moins on sait que c'est du script. Certaines personnes, pour être un peu plus strictes, mettent bash, c'est-à-dire que j'aurais pu créer un fichier qui s'appellerait helloworld.bash, là au moins je sais que c'est du bash. Après, je suis pas obligé de le faire, moi ici pour des raisons de rapidité, je vais simplement ne rien mettre. Mais vous pouvez décider de le faire soit comme moi, soit mettre sh, ça n'a pas une grande importance. En réalité, quand on a le .sh, c'est pratique parce que ça permet de retrouver tous les fichiers de type script, et de voir du premier coup d'œil que c'est du script. Mais bon, voilà, ça n'a pas une grande incidence ici. Ok, très bien. Donc je suis dans mon fichier Hello World, et la première chose que je vais vouloir faire, c'est d'écrire du texte. Donc je vais faire echo, entre guillemets, je vais dire Hello, alors, Hello World. Voilà, point d'exclamation. Je vais simplement enregistrer les choses comme ça, donc CTRL S, voilà, CTRL Q pour quitter, et maintenant j'aimerais pouvoir exécuter mon script. Alors comment est-ce que je vais exécuter mon script? Eh bien je vais dire explicitement à bash, ici, de venir exécuter mon script. Donc j'appelle la commande bash, et je lui donne comme fichier Hello World. Je fais entrer, et j'ai bien Hello World qui apparaît sur l'écran. Donc ça c'est très bien. Mais ce qui m'ennuie, c'est que c'est pas tout à fait comme ça que je vous voyais les choses. Moi je voudrais pas forcément avoir besoin d'appeler bash à chaque fois. J'aimerais pouvoir quasiment taper Hello World, comme ça, et faire entrer, sauf que Hello World n'est pas une commande. J'ai vu déjà par ailleurs qu'il était possible de faire // Hello World, voilà. Alors, Hello World, voilà. Et le fait de faire comme ça devrait me permettre de lancer les choses. Là, ça ne fonctionne pas, on me dit permission non accordée. L'histoire de permission non accordée, ça va être simplement les droits que j'ai sur le fichier. Alors, si je fais un ls-l, vous allez comprendre de quoi je parle. Ici, ls-l, on a déjà vu que ça permettait d'afficher de manière longue les informations pour du contenu du dossier. Donc j'ai bien le nom du fichier ici. Là, maintenant, on va commencer à s'intéresser vraiment à ce qui se passe dans ce fichier ou dans ce ls-l. Je sais que c'est un fichier qui a été créé à cette date-là, donc le 2 janvier à 16h, pile. Voilà. C'est un fichier qui fait 19 octets apparemment. Ce fichier appartient à David, qui fait partie du groupe David. Et, alors ce 1 ici, on va pas forcément s'attarder dessus. En revanche, ce qui va être très intéressant, c'est cette partie-là. Cette partie-là va me donner les droits de ce fichier. Alors on a déjà vu que le tout premier caractère qui était au bout correspondait à un dossier. Donc si je fais un mkdir toto, voilà, si je refais un ls-l,
vous voyez que Toto est un dossier et qu'on a bien un D ici qui me dit que c'est un dossier. Alors, ça ne sert pas que pour les dossiers. Il y a d'autres types d'affichage. Ça peut être un lien symbolique qui correspond à une sorte de raccourci. On aurait plutôt un L dans ces cas-là. En tout cas, ça donne une indication. Mais ce n'est pas cette partie-là qui va m'intéresser. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout la suite. Et notez déjà qu'il y a une différence avec Toto. Je vois du R, du W et du X. Alors qu'au-dessus, je vois du R, du W, mais je vois pas le X. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est ça qui va permettre de savoir si on a ou non le droit d'exécuter les choses. Alors, je vais aller faire un petit tour dans Nano parce que je voudrais détailler un petit peu tout ça. Donc, on a dit qu'il y avait du R, du W et du X et que c'était répété 3 fois. En réalité, les 3 vont avoir une signification, R, W, X. Donc, le R, évidemment, ça sert. Hop, R, c'est read, donc, autrement dit, lecture. Le W, c'est write. Hop, écriture. Et le X, exec. Exécution, voilà. Donc, le R va me dire si j'ai le droit de lire le fichier, le W de savoir si j'ai le droit d'écrire, et le X va me dire que j'ai le droit de l'exécuter. Pourquoi est-ce que j'ai 3 informations? Pourquoi ça se répète 3 fois? Eh bien parce que chacun de ces blocs-là correspond à une personne différente. Ou en tout cas à un groupe de personnes différentes. Donc ici, c'est le propriétaire. Le propriétaire du fichier. Autrement dit, c'est moi qui l'ai créé, donc c'est moi. Ensuite, c'est le groupe. On va se mettre 2 espaces. Hop, voilà. Le groupe du propriétaire. Donc le groupe auquel j'appartiens, en tant que propriétaire du fichier, a aussi ses propres droits. Ils peuvent aussi lire, écrire ou exécuter. Et on décidera de les rendre identiques aux miens ou pas. Et ça, c'est pour les autres. Tous les autres. Donc, ici, ce qu'il va falloir à chaque fois, c'est définir qui a le droit de faire quoi. Et ça, c'est une force de Linux, c'est justement de permettre de faire cette gestion-là assez fine, de pouvoir donner des droits, mais pas forcément les mêmes à tout le monde, et donc de se protéger un petit peu. Donc, si je garde ça à l'esprit, eh bien, je vais avoir donc ces 3 possibilités-là. Mon problème, c'est que pour modifier ça, eh bien, il va falloir que je sache un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc, il faut que je comprenne au moins ce principe-là. Il y a une commande qui s'appelle chmod qui va me permettre d'ajouter ou de modifier des choses. Alors, je peux ajouter les droits de lecture, en faisant plus R, plus W pour les droits d'écriture, plus X pour ajouter les droits d'exécution. Le problème, si je fais ça, c'est que ça le fait pour le propriétaire, le groupe du propriétaire et également les autres. Je peux être plus précis. Si je dis U plus X, eh bien ça va donner les droits d'exécution uniquement pour le propriétaire du fichier. Autrement dit pour moi. Si je fais G plus X, eh bien là je vais avoir les droits d'exécution pour le groupe du propriétaire. O plus X, c'est pour les autres. Et pour tout le monde, je peux faire A, c'est-à-dire que pour tout le monde, les mêmes droits. Si je précise pas, c'est A automatiquement. Donc si je fais ça, pour Hello World, alors je suis pas sur le terminal, mais on pourrait le revoir. Si je fais ça, je vais donner les droits d'exécution à ce fichier pour tout le monde. C'est ce qu'on va faire ici, on va utiliser ça parce qu'en réalité, pour l'instant, j'ai pas vraiment de problème. Si vous vouliez être un peu plus dans la nuance, eh bien vous pourriez utiliser les droits pour l'utilisateur, pour le groupe, ou pour les autres, ou même pour tout le monde, les droits de lecture, d'écriture. Donc on peut comme ça ajouter des droits ou enlever des droits. Le plus va permettre d'ajouter. Si je fais moins X, ça enlève les droits d'exécution. Moins R, ça enlève les droits de lecture. Moins W, ça enlève les droits d'écriture. Donc bref, comme ça, je peux modifier les droits. Ça, c'est une première façon de le faire. Donc moi ici, je vais faire un plus X. Ça, c'est ce qu'on va garder pour nous. Je voudrais vous parler d'une autre façon de le faire. C'est que, en réalité, ces différents droits, R, W et X, peuvent aussi être écrits sous forme de chiffres. Il y a un 4 ici, un 2 et un 1. Et à chaque fois, on a, donc, vous pouvez vous en souvenir, c'est du 4-21. C'est comme le jeu, hein. 4-21. Hop, on va faire ça. 4-2-1. Et pour mettre des droits, eh bien, je peux aussi faire des combinaisons de ces chiffres. Si je fais, par exemple, ici, 7-7-7, eh bien, je fais, alors, on va recommencer. Si je fais 1-1-1, c'est-à-dire que je ne donne que les droits d'exécution au propriétaire, au groupe et aux autres. Si je fais 1-0-0, eh bien, le propriétaire n'a que le droit d'exécuter. Il ne peut pas lire. Il ne peut pas écrire. Si je veux qu'il ait le droit uniquement d'écrire, eh bien, je peux mettre 2, ici.
Si je veux qu'il ait le droit uniquement de lire, je peux mettre 4. Mais si je veux qu'il ait le droit de lire et d'écrire, je peux mettre 6, puisque c'est 4 plus 2. Si je veux qu'il ait tous les droits de lire, d'écrire et d'exécuter, je peux mettre 7. Je peux décider que le programme va être protégé un petit peu. Il peut être, par exemple, lu, pour voir exactement ce qu'il y a dedans, ce qui est plutôt rassurant sur un script, mais il doit pouvoir être exécuté. 4 plus 1. Donc R plus X, ça donne 5. Et je peux le faire comme ça pour chaque partie. Je peux donner tous les pouvoirs au propriétaire, uniquement à la lecture et l'exécution au groupe, et pour les autres, uniquement l'exécution, mais sans avoir la possibilité de lire ce qu'il y a dedans. Par exemple. Ou alors, aucun droit. Donc on verra souvent, vous verrez souvent ce genre de choses-là qui peuvent éventuellement se présenter avec la commande chmod. Donc moi ici, je vais arrêter là, on va quitter, sans enregistrer ce truc-là. Nous ici, ce qu'on veut, c'est être assez simple. Déjà, je veux plus de Toto, donc je vais effacer Toto, voilà. On recommence. Moi, je veux donner les droits d'exécution pour Hello World. Et bien ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire chmod, plus X, alors, plus X, de Hello World, ici. Et si je refais un ls-l, eh bien, il y a déjà deux choses qui ont changé. Je vois bien que j'ai les droits d'exécution, déjà avec les fameux X, et je vois également que le fichier s'affiche maintenant en vert. Et quand il est en vert, c'est qu'il est exécutable. Donc maintenant, pour l'exécuter, eh bien, je vais pouvoir faire /, Hello World, et là, si je lance, ça fait exactement la même chose que tout à l'heure, ça m'affiche Hello World. Seulement voilà, il reste encore un autre petit problème et on va en parler tout de suite. Alors a priori, tout a l'air de se passer correctement. Mais en réalité, il y a un petit défaut, il y a une erreur quelque part dans mon script. Alors on va retourner chercher Nano, pour voir Hello World. Quelle est l'erreur? Eh bien l'erreur ici, c'est que j'appelle une commande qui est echo. Et je pars du principe que c'est bash qui va l'exécuter. Moi ici, je suis bien sur bash, mais qu'est-ce qui me prouve que les personnes à qui je vais envoyer ce script-là seront bien sur bash? Si elles essayent de l'exécuter, et qu'elles sont pas sur bash, est-ce que ça va fonctionner? Imaginons que la personne à qui j'envoie ce fichier-là soit sur ZSH, ou sur Fish, ou sur encore un autre shell. Est-ce que ça va fonctionner? Pour Echo, normalement, il n'y a pas trop de risques. Mais il y a peut-être des parties dans mon script qui vont être un peu plus subtiles. Et on va forcément en voir dans les prochaines étapes de la vidéo, et même dans les prochaines vidéos. Le problème, c'est que tant que je faisais bash et que je disais Hello World, c'était confortable parce que je savais que c'était bash qui allait exécuter cette commande-là. Mais là, le fait de lancer le programme en faisant un // Hello World, j'ai aucune certitude que c'est bash qui va l'exécuter. Il faudrait que je puisse être sûr à 100%. Et ça va être la petite chose que je vais vouloir rajouter ici. Au tout début, il y a une ligne qui va être hyper importante à ajouter. C'est quelque chose qu'on appelle le shebang. Le shebang, ça va être dièse, point d'exclamation. Et il va falloir ensuite indiquer le chemin pour accéder au shell qu'on veut utiliser. En l'occurrence ici, bash. Alors, comment je vais savoir ça? Moi, ici, je vais quitter sans enregistrer. Je peux demander, par exemple, le type de bash, pour voir ce que c'est. Et je vais demander -a pour les voir tous. On me dit que bash, en fait, ce sont des programmes, et c'est un programme qui existe à deux endroits, visiblement. Il existe dans /user /bin /bash, et il existe également dans /bin /bash. Si je veux savoir lequel des deux est exécuté, par défaut, je peux aussi taper which, pour savoir lequel des bash est utilisé. Et ici, c'est /user /bin /bash. Donc, chez vous, je vous recommande de faire ça, de voir quel est le bash que vous avez utilisé quand vous tapez la commande bash directement, de façon à savoir quel bash il faut appeler. Alors, c'est pas très grave, vous pouvez appeler l'un ou l'autre. Normalement, bash reste bash. Oui, mais bash est un logiciel comme un autre. C'est-à-dire qu'il a également des versions. Et donc, si vous n'êtes pas sur la même version de bash entre /user /bin bash et /bin bash tout court, eh bien ça peut poser des petites difficultés si vous faites des choses un peu spécifiques qui ne marchent que dans les dernières versions de bash. Donc moi je vous recommande, dans tous les cas, d'aller voir simplement lequel vous utilisez en ce moment et de vous conformer à celui-là. Donc moi c'est ça qu'il va falloir que je mette, c'est /user /bin /bash. Ok, allons-y. Je retourne donc dans Nano, Hello World, ok, je vais donc ajouter une ligne et je vais ajouter mon fameux shebang, /user /bin /bash. Voilà. On peut le faire comme ça. Donc ça, déjà je vais quitter en l'enregistrant. Voilà. Et je vais rouvrir le fichier. Et déjà je vois une petite différence. C'est que maintenant les choses sont affichées en couleur. Il y aura de la coloration syntactique parce que bash a des spécificités et que Nano, en l'occurrence mon éditeur, peut comprendre les différentes subtilités de bash,
quelques-unes en tout cas, et il va m'afficher les choses de différentes couleurs. Quand ce sera des commandes, ça sera en bleu, quand ce sera du texte, ça sera en jaune. Bref, il y a des couleurs qu'on pourrait changer, mais là, je vais pas m'attarder sur les changements de couleurs, c'est du détail. Mais déjà, le fait que ce soit en couleur, ça va être un peu plus confortable à consulter. Très bien, maintenant, on va continuer un petit peu dans les règles de syntaxe, de choses qui peuvent être intéressantes. Alors là, je suis toujours sur mon exemple de Hello World. Je vais le quitter parce que je veux pas forcément le perdre. Celui-là, c'est voilà, c'est la base. Je pourrais recréer un nouveau fichier, mais il faudrait à chaque fois que je refasse. Alors, on va le faire ici. Nano. Je vais créer un truc qui s'appellera base. En fait, je vais même faire plus simple que ça. Autant pour moi, je recommence. Hop, ici, j'ai fait une petite manip, voilà. Je vais faire carrément une copie. Je vais copier Hello World dans un truc que j'appellerai base. Ça va me permettre de faire deux choses. Donc déjà de récupérer le même code et en plus de ne pas avoir à refaire un chmod pour rendre les droits d'exécution sur ce programme-là. Il sera déjà exécutable de base. Donc je n'ai plus qu'à faire maintenant un nano base pour aller virer le echo ici qui me sert à rien. Je vais virer ça et je vais garder cette base-là comme étant le point de départ. Voilà, que je peux enregistrer, quitter, et si je refais maintenant une copie de cette base vers un nouveau programme, un nouveau script, eh bien je vais l'appeler par exemple ici bonjour, voilà. Donc j'ai mon script qui s'appelle bonjour, ls-l, je vois bien que j'ai bonjour, c'est parfait. Donc je vais faire un nano de bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans bonjour? On va simplement reprendre les choses. Ici, je vais reprendre mon echo, et cette fois-ci, bonjour. Voilà. Je vais le mettre comme ça, en français. Donc là, on a vu qu'on pouvait, comme ça, mettre du texte. Donc je peux écrire plusieurs lignes. Salut, echo, hello, echo, coucou, echo, ciao, voilà, echo, hola. Voilà. Bref, on peut mettre plusieurs lignes comme ça. Si j'avais dû taper toutes ces commandes à chaque fois, eh bien, j'aurais dû le faire à la main, ça aurait pris du temps. Là, le fait d'avoir fait ça, on va commencer à se rendre compte que c'est pratique de pouvoir avoir quelque chose qui marche pour faire tout ça d'un coup. Bon, ça c'est déjà l'intérêt principal des scripts. Moi ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du echo. En réalité, j'aurais très bien pu faire n'importe quoi d'autre. Imaginons que, à la suite de echo, je veuille faire un cat de Hello World. Alors Hello World. Voilà. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc ça, je quitte. J'enregistre, voilà. Si je relance bonjour, j'ai bien tout qui s'affiche correctement. J'ai bien mon Hello World ici, le echo Hello World. En fait, j'ai bien le contenu de mon fichier qui s'affiche ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, là, évidemment, comme j'ai pas mis un retour à la ligne, à la fin du texte, évidemment, ça ne remet pas les choses correctement. On peut effacer ça. Je vais reprendre bonjour. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est intéressant. Un autre truc qui est intéressant et qui est même important à faire, c'est de pouvoir mettre des commentaires. Donc si vous avez compris déjà ce principe-là, le fait qu'on puisse appeler des commandes, ça, vous avez compris, je dirais, la majorité de ce qu'est un script bash. C'est appeler des commandes la plupart du temps. Mais il y a des tas de choses qu'on va pouvoir rajouter pour faire les choses un peu plus intelligemment. Et au bout d'un moment, quand le script commence à être long, on sait plus trop pourquoi on a fait certaines choses, et des fois, il y a peut-être des subtilités qui sont pas forcément claires sur la raison qui nous a amené à faire certaines choses. C'est pour ça que mettre des commentaires, ça peut être pratique. Pour mettre des commentaires, on commence par un dièse, et ici, un commentaire. Voilà. Si je mets un dièse, tout ce qui se trouve à droite du dièse, eh bien, va être considéré comme un commentaire, et ne sera pas interprété, ne sera pas une commande, ne sera pas considéré comme quelque chose à comprendre par par bash. Voilà. Donc ici, je vais faire un echo avec rien, juste pour faire un retour à la ligne, parce que je vais garder ça. Ici, encore un commentaire. Hop. Voilà, je peux mettre encore un commentaire en plein milieu. Alors, je suis pas obligé de mettre un espace après le dièse, je peux en mettre ou pas en mettre, parce que je trouve ça plus lisible d'en mettre. Les retours à la ligne n'ont pas une grande incidence parce que finalement ça changera pas grand chose. Je peux laisser des espaces, donc ça c'est des règles d'écriture. Si je veux
mettre un commentaire en bout de ligne, je peux également le faire. Ici aussi, c'est un commentaire. Et vous allez voir que finalement, le fait de faire ça, quand je vais enregistrer mon script et que je vais vouloir l'exécuter, ça ne change absolument rien au fonctionnement. Les commentaires ne sont pas là pour être compris, ils sont là pour moi, en tant que programmeur, pour comprendre ce que j'ai voulu faire. Alors évidemment, là, ce sont des commentaires un peu bidons, mais ça peut être pratique des fois quand on a une logique ou un certain raisonnement, d'expliquer ce qu'on cherche à faire. Et puis des fois, on veut juste éviter qu'ils disent, par exemple, hello, j'ai pas envie de dire hello, eh bien, je commente cette ligne-là. Ça me permet de ne pas la supprimer, juste la rendre inopérante. Donc si je sauvegarde comme ça, que je relance bonjour, vous voyez qu'il n'y a plus hello. Si je repars avec la sortie précédente où il y avait hello, là, ce coup-ci, il n'y a plus hello. Donc ça me permet de mettre en commentaire une partie, comme ça, de mon programme. Je pourrais également commenter coucou, donc comme ça, j'aurais pas coucou non plus. Et ça me permet comme ça de faire en sorte de ne pas utiliser toutes les options de mon programme, parce que peut-être que je veux juste tester quelque chose, je veux pas forcément que ce soit là tout le temps. Je peux le mettre en commentaire pour le rendre inopérant. Le 4 ici, par exemple, je peux également le rendre inopérant si je souhaite. Donc voilà pour les commentaires. Ça, c'est les commentaires qui se font sur une seule ligne. Dans d'autres langages de programmation, on peut mettre des commentaires sur plusieurs lignes. Ici, dans Bash, c'est pas aussi simple. Alors, la méthode que moi je vais vous recommander, c'est de faire plutôt du dièse, comme ça, et de mettre, pourquoi pas, des choses comme ça sur plusieurs lignes, qui sera la méthode probablement la plus facile, la plus simple. Néanmoins, si vous vouliez absolument faire un commentaire sur plusieurs lignes, on pourrait imaginer d'utiliser une sorte de ruse et d'appeler une commande ici qui est 2 points. Alors 2 points, je vais enregistrer les choses déjà comme ça. Si je fais un help de 2 points, eh bien 2 points, on dit que c'est une commande vide. Alors 2 points ou 2 points, 2 points, ce sont des commandes vides. C'est une commande qui n'a aucun effet, ça ne fait rien. Ça envoie juste un code de retour qui dit que ça a été un succès. En gros, ça ne va pas perturber le fonctionnement de mon script, ça va rien faire et ça va considérer que ce rien a été bien fait. Donc je peux mettre ça comme ça. On pourrait imaginer de mettre une sorte de redirection comme ça avec 2 symboles inférieurs. Et ensuite, il faudrait que je mette un nom. Alors je vais mettre ici nom, peu importe. Ici, je peux écrire plusieurs lignes de texte. Et tout ça, c'est du commentaire. Voilà. Donc une fois que j'ai écrit tout ça, pour terminer, eh bien, je remets le même mot que celui que j'ai mis en haut. Ici, il faut que je donne un mot, un nom, quelque chose, et je termine en remettant exactement le même. Là, j'ai mis nom, j'aurais pu mettre commentaire. Alors, il faut vraiment le mettre de la même façon. Pour être sûr de ne pas me tromper, moi, je préférerais presque même le mettre en majuscule, mais encore une fois, ça n'a pas une grande incidence. Alors, excusez-moi, faute de frappe, j'ai un nouveau clavier, mais à chaque fois, je me fais avoir, j'appuie sur la mauvaise touche. Donc, commentaire, voilà. Ici. Donc, si je le fais comme ça pourrait fonctionner, mais c'est pas forcément très propre. Donc, si je fais ça, quitter, oui. Est-ce que ça marche si je relance ça? Oui, ça semble fonctionner. Je vois pas tout le bloc de texte, tout le pavé de texte que j'ai écrit. C'est bien du commentaire. Ici, ça peut prêter à confusion, le mot commentaire, surtout s'il n'est pas en majuscule. Moi, je vous recommande de mettre des choses plutôt en majuscule. Alors moi, ici, je pourrais mettre Toto. Si je mets Toto ici, il faut bien sûr que le dernier soit Toto. Sinon, ça fonctionne pas. Voilà. Et en faisant ça, déjà, on a un bloc comme ça qui peut fonctionner. C'est pas forcément l'idéal, mais à la rigueur, quitte à devoir mettre quelque chose ici, on pourrait mettre comme commentaire tout en majuscule, et expliquer le janvier 2026, j'ai modifié ce script, j'avais eu envie de montrer les commentaires. Voilà. Voilà comment on va faire des choses. Et bien sûr, ici, il faut terminer par commentaire. Voilà. Puisque j'ai choisi de mettre le mot commentaire, ça fonctionne. Donc, quoi qu'il arrive, je peux faire tout un tas de choses là-dedans et ça n'a aucune espèce d'importance parce que rien de tout ça va être exécuté réellement. Donc, je fais CTRL-Q, oui, pour sauvegarder. Et là, normalement, ça devrait fonctionner.
exactement comme tout à l'heure. Donc voilà pour les commentaires. Et je vous propose qu'on revienne à nouveau sur notre script. Ici, on va faire copie de base vers bonjour 2. Hop, parce que maintenant, on va aller s'attaquer à une autre notion. Alors, j'ai créé un nouveau script qui s'appelle bonjour 2. Hop, on va faire bonjour 2. Ici, on va s'attaquer à une nouvelle notion. Ici, c'est la notion des variables. Alors, tout à l'heure, j'avais écrit bonjour. Et on pourrait imaginer de vouloir dire bonjour David, par exemple. Ce que je pourrais faire ici, c'est de décider que je vais utiliser une variable, c'est-à-dire que je vais donner un nom à quelque chose. Par exemple, le nom de la personne, je vais mettre nom. Et je vais mettre nom égal. Et je vais dire David. Alors, c'est très important quand on crée ce genre de choses de ne pas mettre d'espace, parce que même si c'est plus joli avec des espaces, malheureusement, Bash, lui, il est un peu tatillon. Dès qu'on met des espaces, ça peut créer des problèmes. Donc moi ici, je vais faire nom égale David. Je vais faire echo bonjour. Et ce que j'aimerais, c'est que maintenant, ça écrive le nom de la personne. Eh bien, je peux le faire ici directement, toujours dans les guillemets, en utilisant la variable qui s'appelle nom. Mais je vais mettre un $ devant, de façon à indiquer que il faut remplacer cette information par la valeur qui se trouve dans le nom. Donc j'ai créé une variable ici qui s'appelle nom, je lui donne une valeur qui est David, et ici je dis appelle la valeur qui se trouve à l'intérieur de nom pour l'afficher à cet endroit-là. Donc si je fais ça, je quitte, je vais faire point bonjour 2, alors c'est peut-être pas une si bonne idée de l'appeler bonjour 2, je vais le renommer de bonjour 2, je vais l'appeler salut, voilà, comme ça sera plus facile avec salut. Donc je vais l'appeler salut, ça sera plus simple, ça m'évitera de devoir taper des choses trop longues. On va l'appeler salut, ok. Ok, donc je vais mettre ça. Donc je peux comme ça utiliser des variables. Alors il y a quand même quelques petites règles à connaître quand on utilise des variables. Quelles sont les choses qu'on peut utiliser? En fait, vous pouvez donner quasiment, a priori, n'importe quel nom pratiquement à votre variable. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que les variables n'acceptent que des lettres minuscules, des lettres majuscules, des chiffres et un symbole qui est le tiré du bas. Donc le tiré de la touche 8, voilà, pour les personnes qui le cherchent sur leur clavier AZERTY. Donc ça, ce sont les seules choses qu'on a le droit d'utiliser. Une autre règle, ça va être que on ne peut pas commencer avec un chiffre. Un nom de variable ne peut pas commencer avec un chiffre. C'est la seule chose. La longueur du nom importe peu. Vous pouvez avoir un nom long, un nom court. Alors, mettre un nom trop long, c'est pas forcément très pratique parce que ça va être long à taper. Mais mettre un nom trop court, c'est pas forcément une bonne idée. Mettre A égale 5, B égale 6, voilà, ça c'est bien, mais ça va pas forcément être top, parce que c'est quoi A, c'est quoi B, on sait pas trop à quoi ça correspond. Par exemple, si vous appelez un truc S, et que vous l'appelez 25, c'est quoi S? Alors que si vous mettez le score dans un jeu, par exemple, vous mettez 25, là on comprend que le score c'est 25. Ce qui serait même encore mieux, ce serait de dire que c'est le score du joueur numéro 1, par exemple. Et ben on n'est pas obligé de mettre les mots creux comme de, du, le, la, 1. On peut faire score, alors, joueur 1, mais je n'ai pas le droit aux espaces, rappelez-vous. À la place des espaces, je vais utiliser plutôt ce underscore, qui est le tiré du bas. Et donc, score joueur 1 va être beaucoup plus parlant que juste score. Je sais de quoi on parle. Et je peux tout à fait avoir un score joueur 2 si j'avais besoin de garder un score pour un deuxième joueur. Vous voyez que je peux avoir des choses comme ça. Je peux avoir le nom du joueur, par exemple. Nom du joueur 1, à la place de score, j'aurai nom joueur 1. Je peux mettre un espace ou pas, ou un underscore ou pas. C'est juste qu'il faut que je sois cohérent dans ce que je fais. Toto, voilà. Et nom du joueur 2 égale tutu. Alors, ok, soit je mets des underscores partout, soit je les mets pas. Bref, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Donc ce type d'écriture, ça s'appelle du snake case, parce que ça fait comme un genre de serpent, quoi. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Il existe une autre façon d'écrire les noms de variables, c'est ce qu'on appelle du camel case. Le nom de ma variable. Voilà.
ça permettrait ici, alors on peut commencer en minuscule, c'est pas important, mais à chaque changement de mot, eh bien on va mettre une majuscule. Ça permet de faire ce qu'on appelle du camel case. Alors, je redonne les noms. Donc l'autre tout à l'heure c'était du snake case. Voilà, hop. Évidemment, je vais pas y arriver avec cette touche, hein, excusez-moi. Hop. Donc snake case. Voilà. Et ici c'est du, on va mettre sous forme ici de commentaires, voilà. Et ici c'est du camel case. Parce que ça fait comme un chameau, ça fait le dos d'un chameau, il y a des bosses. On a vu tout à l'heure que dans les noms de fichiers, on pouvait aussi avoir du kebab case. Alors c'est bizarre comme nom, mais ouais, on fait le tiret nom tiret de mon joueur. Voilà. Donc ça, on pourrait avoir ça comme ça. Alors ça, c'est interdit dans Bash parce que il y a une ambiguïté. Là, ça pourrait être un signe moins. On ne sait pas ce que ça fait. Est-ce que c'est un signe moins? Est-ce que c'est un tiret pour mettre une option? Donc ça, je vous déconseille de le faire. Même dans les noms de fichiers, c'est pas forcément la meilleure idée qui soit parce que on se perd. On sait plus si ça fait partie du nom ou si c'est un tiret d'une option. Donc voilà, je vous recommande de pas forcément fonctionner comme ça. Le kebab case, on va plutôt l'ignorer. Donc moi ici, j'ai tendance à vouloir plutôt me débarrasser de ça. Le camel case, c'est bien dans d'autres langages. C'est vrai que dans Bash, on a tendance à plutôt utiliser le snake case. Donc moi ici, je vais plutôt utiliser le snake case. Alors il se peut que je me laisse un peu avoir et que par rapport à de mauvaises habitudes, eh bien je refasse du camel case. Parce que j'ai utilisé d'autres langages et que voilà, de temps en temps je fais l'un, de temps en temps je fais l'autre. L'important c'est que vous soyez cohérent avec vous-même, que vous décidez de faire une méthode. Et à partir de là, vous faites bien ce que vous voulez. Donc voilà les quelques indications que je voulais vous donner ici. Donc par rapport à ces informations ici de variables. Maintenant qu'on sait créer des variables, eh ben on peut se faire plaisir, on peut créer une autre variable ici qui serait, je sais pas moi, âge égal, et on peut mettre quelque chose, et on peut faire un écho de tu as, par exemple, $âge en, hop, excusez-moi, petite faute de frappe, voilà. Donc si je fais ça, je peux quitter, enregistrer, et on va essayer d'exécuter salut. Et là ça fonctionne, on a bien le nom, on a bien l'âge, on a bien tout ça qui s'affiche. Alors, vous aurez remarqué qu'ici, j'ai mis des guillemets quand c'était du texte, j'ai mis aucune guillemets quand c'était des nombres. Les histoires de guillemets, ça va plus loin que ça, et on va en parler. Alors les guillemets, c'est important à comprendre parce que ici, moi je vous recommande de mettre des guillemets, pour l'instant en tout cas, à défaut d'autre chose, parce que le fait de mettre des guillemets ou pas va avoir une incidence sur le comportement de ce que Bash va faire réellement avec votre texte. Pour l'exemple ici, je vais simplement effacer tout ça, on va garder David, hop, je vais effacer cette partie-là, j'ai pas besoin de ça, voilà. On va garder ici, bonjour David. Donc là, ici, j'ai mis un nom dans une variable, et je le fais afficher. Donc là, sans surprise, si je fais ça, salut, ça dit bonjour David. Mais je suis pas obligé de faire du écho. Je peux appeler d'autres commandes. Imaginons que ce que je veuille, ce soit créer ce fichier-là, de faire touch par exemple, s'il n'existe pas. Alors ici, je vais commencer sans les guillemets. Si je fais ça, est-ce que ça va fonctionner? Allons voir. Donc je quitte et j'enregistre, oui. Alors je fais bien un ls d'abord pour m'assurer que j'ai pas ce fichier. Je lance mon script, salut. Je refais un ls et j'ai maintenant David qui existe en tant que fichier. Très bien. Donc je vais le supprimer. Ok. Je retourne dans mon script, ici. Maintenant, ce que je voudrais, c'est mettre mon nom. Voilà. Ok, très bien. Je fais quitter, j'enregistre. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va me créer un fichier qui s'appelle David Dias, ou est-ce qu'il va faire autre chose? Vous vous doutez bien que si je vous pose la question, c'est parce qu'il fait autre chose. Si je relance mon script et que je regarde maintenant le résultat, il m'a créé deux fichiers. Je vais même m'assurer ça, hein, en faisant un ls-l. Il m'a bien créé un fichier David et un fichier Dias. En fait, il n'a pas compris que c'était la même phrase. Et ça, c'est le piège quand on met pas de guillemets.
Alors, je vais faire un RM de tout ce qui commence par un D. Voilà. Ok, très bien. Je suis revenu au point de départ et on va retourner dans le script. Il y a également une autre syntaxe qui va être avec des guillemets simples. Alors des apostrophes. Donc quand je dirais guillemets, c'est des guillemets doubles en fait, hein, et quand je dirais guillemets simples, ce sera des apostrophes. C'est vrai qu'en anglais, on va avoir simple quote et double quote. Et parfois, certaines personnes le disent comme ça ou l'écrivent comme ça sur les forums, donc on peut le trouver. Moi, j'appelle ça des guillemets et des guillemets simples ou des apostrophes. Donc ici, si je fais ça, si je fais un touch avec non, comme ça, entre guillemets, qu'est-ce qui va se passer? D'habitude, qu'on mette des guillemets simples ou des guillemets doubles, ça semble pas être très très différent. Et bien, ici, il y aura quand même une différence. Si je réexécute mon script, salut, et que je refais un ls-l, et bien là, j'ai un problème parce qu'il m'a créé un fichier qui s'appelle $non. rm de $non. Voilà, hop. Ah, là, je peux pas, il y a un problème. Il faut que je le mette entre guillemets. Alors là, c'est impossible de supprimer aucun fichier avec ce nom. ls. Qu'est-ce qui se passe? Et bien, en fait, il faut que je fasse un rm comme ça. Je l'ai créé avec des guillemets simples, il va falloir que je les fasse avec des guillemets simples aussi. Bref, c'est pas très confortable, et surtout, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Donc là, vous voyez que dès que j'ai mis des guillemets simples, ça allait poser des problèmes. C'est qu'en fait, les guillemets simples, dans Bash, lui disent d'écrire littéralement ce que j'ai écrit là. C'est-à-dire que il va pas chercher la variable non, il va écrire $N-O-M. C'est vraiment le texte précis que je vais donner. Alors que si je mets maintenant les choses entre guillemets, alors c'est pas, donc je vais faire un CTRL-Q ici, pardon, CTRL-C, CTRL-Z, voilà, je vais faire un CTRL-Q ici et enregistrer. Si je mets des guillemets doubles, donc des guillemets, et que je rappelle salut, cette fois-ci, il a compris ce que je voulais, il m'a mis un fichier qui s'appelle David espace Dias. Et il a bien respecté les espaces. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Parce que, malheureusement, ça, si vous le mettez pas entre guillemets, eh bien, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Donc, des fois, c'est ce qu'on veut, des fois, c'est pas ce qu'on veut. Là, en l'occurrence, c'était pas ce que je voulais. Évidemment, si ce que j'avais voulu faire, c'était créer une série de dossiers, par exemple, je vais créer une variable ici que j'appellerai dossier, et puis je vais mettre, dossier égal, Toto, Titi, Tata, Tutu, voilà. Si je fais maintenant un mkdir de dossier, alors, $dossier, là, c'est peut-être ce que je veux faire. Si je fais ça, ls, là j'ai bien Tata, Titi, Toto, Tutu qui sont créés sous forme de dossier. Donc ça c'est finalement peut-être ce que je voulais. Donc ça va dépendre du comportement que vous voulez obtenir. Donc ici faites bien attention à ces guillemets simples, ces guillemets doubles, ou au fait de ne pas mettre de guillemets. C'est un piège dans lequel on peut tomber assez facilement. Une autre façon d'écrire du texte vers l'écran, ce serait d'utiliser autre chose que Echo. Alors, Echo, ça fonctionne assez bien. On arrive à lui faire tout un tas de choses. Mais, parfois, Echo ne sera pas la bonne solution parce que ça ne permet pas d'afficher les choses exactement comme on veut. Je m'explique. Ici, je voudrais peut-être afficher un nombre. Alors, je vais appeler ça nombre, voilà, je vais mettre 0,2. Ici, 0,2, ce serait un nombre. Si je dis à Echo d'afficher le nombre est le point, et ici ce sera $nombre, hop, si je fais ça, eh bien, il devrait m'afficher quelque chose. Qu'est-ce qu'il va m'afficher exactement? Alors là, j'ai modifié le script salut, bon, c'est pas grave, je vais le garder comme ça, c'est pour les exemples. Donc je vais relancer salut, hop, il me dit le nombre est 0,2. C'est bien, mais il n'a pas traité le 2 comme étant un nombre réellement. Et j'ai pas vraiment de moyen de lui dire combien je veux de 0 devant ou de 0 derrière. S'il y avait des virgules, est-ce que je pourrais mettre des 0 après la virgule? C'est pas évident. C'est pour ça que parfois, je vais avoir tendance à préférer une autre fonction qui est assez pratique, qui s'appelle printf.
printf va écrire également du texte vers l'écran, notamment, en tout cas vers la sortie standard. On reparlera un petit peu de ça plus tard. Mais printf, lui, il va me permettre de faire un formatage un peu différent. Le nombre à afficher est... Et là, il va falloir que je lui dise ce que je veux afficher. Alors, il faut que je mette à côté $nombre, voilà, dans une autre partie, avec des guillemets, pourquoi pas. Et pour lui dire que je veux afficher les choses, si je veux l'afficher sous forme de texte, il faudra que je mette %s. %s, le s en fait veut dire string, qui veut dire chaîne de caractères. Un texte, c'est une chaîne de plusieurs caractères. Ce sont des caractères les uns derrière les autres. Donc si je fais ça comme ça devrait normalement afficher quelque chose. La petite subtilité de printf, c'est qu'il ne renvoie pas à la ligne automatiquement. Donc on va remédier à ça tout de suite. Comment est-ce que je peux faire pour renvoyer à la ligne automatiquement? Il faudrait que je puisse afficher le caractère qui dit va à la ligne. Et bien ça, je vais pouvoir le faire en faisant un /n. N, qui voudrait dire new line en anglais, qui voudrait dire nouvelle ligne. Des caractères comme ça, avec slash quelque chose, eh bien, il en existe plusieurs. Le /n, on va peut-être faire ça ici. /n, c'est retour à la ligne. Le /r, c'est un retour chariot. Un retour chariot, pensez que, avant que ce soit des ordinateurs avec des écrans, eh bien c'était une imprimante. Le retour chariot permet juste de revenir au début de la ligne sans faire avancer le papier sur une imprimante. Eh bien c'est exactement la même chose, je peux revenir au début de la ligne sans changer de ligne pour autant. Si je veux afficher une tabulation, je peux le faire également avec /t. Ça c'est une tabulation. Bref, je crois même, alors je sais pas si ça marche sur Bash, je sais qu'en langage C, on peut faire un /b qui permet de faire un bip. Alors là, je sais pas trop, je vais voir. Je vais remettre le son peut-être sur mon PC et on va vérifier ça. Donc ce que je voudrais faire, c'est faire un printf de tout ça. Voilà, donc je vais même faire un echo de tout ça. Et on va voir si ça fonctionne de le faire comme ça. CTRL X, oui. Donc si je fais ça, est-ce que je peux l'écrire? Oui, ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je voudrais lui faire faire directement. Si je fais un printf de... Alors, de ici un texte. Je vais faire un /n. Ici, je suis à la ligne. Si je refais un autre /n, ce texte va disparaître. /r pour revenir au début de la ligne. Abracadabra. Alors ça ne va pas disparaître complètement. Je peux faire /t. Ici, j'ai tabulé. Et je vais tenter de faire bip en faisant un /b. Voilà. Si je fais ça comme ça, voyons ce que ça dit. Alors évidemment, je vais faire un /n à la fin pour qu'il aille à la ligne, puisque ça va être quand même plus confortable. Hop. Alors j'ai pas entendu de bip. J'ai pas l'impression que ça ait fonctionné. Peut-être que simplement ça ne fonctionne pas sur cette machine-là. Alors je vais peut-être monter le son. Est-ce que ça fait un bip ou est-ce que ça fait autre chose? Non, j'ai pas entendu. Alors, vous ferez le test éventuellement chez vous, mais il me semblait qu'on pouvait faire ce genre de choses-là. Man printf, est-ce que je vais l'avoir là-dedans? Alors pardon, autant pour moi. C'est pas comme ça, c'est pas un bip. Le /b, c'est un effacement en arrière. Bon, on efface un caractère en arrière, c'est la même chose que la touche backspace en fait qui permet d'effacer. Alors autant pour moi, il me semblait qu'on pouvait aussi faire un bip, mais je ne l'ai pas là-dedans. Ok, donc je me suis un petit peu emmêlé, c'est pas grave. Dans tous les cas, on peut... ah oui, c'est /a, alerte, sonnerie, ok. Donc on peut le faire comme ça. Donc je vais le refaire tout de suite, je vais le modifier, hop, on va se rendre ici, et c'est un /a, et normalement si je fais ça, CTRL Q, oui, on y va. Bon, je l'ai pas plus entendu, je sais pas si vous avez entendu quelque chose, mais moi non.
Alors, c'est pas grave. En tout cas, on a quand même des choses. Alors, vous voyez que la ligne qui était supposée disparaître, elle a un peu disparu. Il y a une ligne où j'avais dit je vais disparaître, et il y a abracadabra qui s'est écrit par-dessus. En effet, j'ai fait un retour chariot, je suis revenu au début de la ligne et j'ai écrit abracadabra par-dessus. Et j'ai bien 10 de disparaître, et ça n'a pas permis d'aller plus loin que ça. Donc vous voyez qu'on peut faire quand même des choses assez intéressantes, déjà en termes de mise en forme. Évidemment, ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire avec printf, on peut faire encore d'autres choses. Moi ici, j'ai demandé tout à l'heure à afficher nombre sous forme d'un texte, voilà, %s, mais je peux lui demander de l'afficher également sous forme d'un nombre, %d. D c'est digit en anglais. Donc si je fais CTRL-Q, ici que j'enregistre, est-ce qu'il va être capable de me l'afficher? Voilà. Donc le nombre affiché est 2. Vous voyez que tout à l'heure il mettait 0,2, là il met 2. Donc en fait je peux me débarrasser des zéros qui sont au début en transformant ce nombre-là en un vrai nombre, et pas seulement un texte qui contiendrait un 0 au début et qui serait pas forcément un vrai texte. Donc voilà pour les choses qu'on va pouvoir faire. Alors on va peut-être explorer un peu plus la fonction printf dans de prochaines vidéos, mais déjà ici on a une bonne base assez solide. On va terminer avec des variables un peu spéciales, parce que je vous ai dit que vous pouvez créer les variables que vous voulez, mais on peut également avoir accès à des variables d'environnement. Alors les variables d'environnement sont des variables qui sont créées par le système et qui sont déjà accessibles. Comment je peux voir ces variables d'environnement? Eh bien sur mon terminal, si je tape env, je vois les variables d'environnement. Alors des variables d'environnement, elles sont écrites ici, elles sont en général écrites en majuscules, mais par exemple ça va me permettre de savoir quel est le shell que j'utilise. Et ici j'utilise bin bash. Je peux également savoir quelle est la langue de mon système. Je peux savoir sous quel nom je suis connecté. Donc je peux accéder à toutes ces variables-là directement depuis mes scripts. Si je fais maintenant un nouveau script ici, par exemple, mettons que je fasse, donc je copie ma base et que je l'appelle environnement, voilà, environnement, donc nano environnement, et bien ici je vais pouvoir afficher par exemple mon nom d'utilisateur. Alors j'ai un petit trou de mémoire, je vais me rouvrir un autre terminal comme ça, ça me permet de tricher un tout petit peu. Voilà, je vais me mettre ça ici, env. Donc ici dans mon j'ai user par exemple, je peux afficher mon nom d'utilisateur. Donc je peux faire echo ici utilisateur $user. Je peux faire echo langue, alors évidemment entre guillemets langue ici. J'avais quoi, c'est language je crois, si je dis pas de bêtises. Hop, je vais remonter. GDM language, voilà, j'ai ça par exemple ici, language, ok. Pour l'autre truc, donc je peux mettre, alors j'ai aussi des informations sur le système, je peux avoir le desktop version, je peux avoir le log name, je suis connecté en tant que ça, mon home, et évidemment shell, donc echo le shell est $shell, et ici on a dit que mon dossier home, le dossier home est $home. Voilà. Donc ici il y a quelques variables comme ça qui sont intéressantes à connaître. Il y en a une autre qui est path, on va en parler aussi. CTRL X, on enregistre. Donc si j'exécute environnement, eh bien je vois que l'utilisateur est David, que la langue est fr, que le shell est /bin/bash, que le dossier home est /home David. Donc vous voyez qu'on peut utiliser comme ça ces variables-là, qui sont des variables d'environnement, elles sont disponibles, tous les scripts peuvent y avoir accès, tous les programmes y ont accès. Il pourrait être, il serait possible d'en ajouter, mais ce n'est pas forcément ce qu'on va voir ici dans un premier temps. Sachez que vous pouvez quand même accéder à ça. La règle ici, c'est que ces variables d'environnement, elles sont écrites en général en majuscules, et c'est pour cette raison que quand vous créerez vos propres variables, eh bien je vais vous recommander de plutôt les écrire en minuscules plutôt qu'en majuscules. C'est une convention, c'est quelque chose qu'on prend l'habitude de faire. Alors vous auriez le droit d'écrire
vos noms de variables tout en majuscule, ce serait peut-être pas une si bonne idée que ça. Donc voilà pour ces quelques petites choses que je voulais vous montrer dans cette vidéo, déjà pour les bases vraiment du scripting shell, scripting bash pardon. Donc ici on a vu le commencement, on va pouvoir continuer dans une prochaine vidéo, et ici, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce, à laisser un commentaire si vous le souhaitez sous la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également nous rejoindre sur Discord, il y a un Discord qui est disponible, vous verrez dans les commentaires, dans la description de la vidéo, il y aura tout ça. Bref, c'était David pour Ordi Répar, et je vous propose de nous retrouver dans la prochaine vidéo pour aller encore plus loin.